Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Je m'appelle Vincent Proche. Le plaisir de modérer cette session avec Philippe Mabot, que vous avez déjà eu l'occasion de voir à l'instant. Et on avait voulu faire une session un petit peu péchue, un petit peu originale, qu'on a intitulée « Retrouver l'optimisme ». Et particulièrement par le champ des grands champs de l'innovation, pour essayer d'évaluer comment cette innovation peut nous amener à reprendre de l'optimisme, surtout par les temps qui courent. C'est une session qui est certainement d'actualité. Et donc pour cette session, on a la chance d'avoir trois orateurs de renom, et on va tout de suite commencer avec la première présentation qui va être faite par Laurent Alexandre, que vous connaissez sûrement. Il est médecin, il est entrepreneur, c'est lui qui a co-créé Doctissimo, qui est bien connu, et il sera vraiment très intéressant pour nous de l'entendre pour avoir sa vision de l'optimisme par l'innovation. Donc Laurent Alexandre. Bonjour, je m'excuse de ne pas être présent avec vous, mais je suis au ski et je suis heureux de parler de l'innovation, qui est un sujet qui me passionne particulièrement. Je vais parler de l'innovation, d'abord pas tellement d'un point de vue technique, mais plutôt d'un point de vue sociétal et d'un point de vue politique. Je suis un fervent défenseur de l'innovation, et notamment de l'innovation biomédicale. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, l'innovation se heurte à des tendances contradictoires. Depuis l'an 2000, on a assisté à une explosion des technologies biomédicales et en même temps, on observe un pessimisme croissant, pessimisme écologique, mais aussi pessimisme sur l'output de la recherche biomédicale et le complotisme massif que l'on a pu voir contre les vaccins depuis 2 ans à l'occasion de la crise du Covid nous montre qu'il n'est pas difficile de manipuler l'opinion et de la convaincre que l'innovation est néfaste. Alors c'est quelque chose que les médecins ne voient pas toujours, que les leaders d'opinion ne voient pas toujours, mais sur les réseaux sociaux, 95 à au moins % des messages sont des messages anti-innovation, des messages anti-vax, malgré la modération faite par les plateformes. Il y a des vidéos qui expliquent que 100% des gens vaccinés vont mourir dans les 3 mois, qui ont fait des millions de vues sur les réseaux sociaux et qui ont eu des conséquences absolument massives sur l'opinion. Sur l'opinion plutôt mal informée, mais le fait est qu'il n'est pas très difficile aujourd'hui de bousiller l'opinion au travers des réseaux sociaux dont la modération est très difficile. Alors, bien sûr, nous sommes dans une phase d'innovation extraordinaire. Depuis une quarantaine d'années, on vit une révolution technologique liée à l'entrée dans la 3e forme de capitalisme, après le capitalisme marchand né à Venise et le capitalisme industriel qui est né avec la machine à vapeur à la fin du XVIIIe en Angleterre d'abord. Ce capitalisme de la connaissance, il est basé sur le développement des technologies NBIC et puis sur l'explosion de la quantité de données, ce qui a une importance absolument capitale dans l'évolution actuelle de la médecine, qui est de plus en plus data-driven, c'est-à-dire développée grâce à de gros volumes de données. Et de fait, il me paraît intéressant de rappeler 2-3 chiffres sur cette explosion de la quantité de données que génère notre société, au-delà même du système de santé. Une seule requête Google nécessite plus de puissance informatique que la totalité du programme Apollo en a nécessité entre 1960 et puis l'arrivée de l'homme sur la Lune. Une seule requête Google. Ça veut dire qu'en moyenne, on fait une centaine de requêtes Google quand on travaille dans notre univers. Chaque jour, nous consommons plus de puissance informatique pour nos requêtes Google que la totalité du programme lunaire en a consommé sur 10 années. Le coût du mégaoctet de données stockées, il a été divisé par 2000 milliards depuis 1956. Et dès 2025, chaque individu sur Terre va produire 100 gigaoctets de données par jour. 100 milliards de données numériques chaque jour, pour chaque terrien, bébé et vieillard alzheimerien confondus. C'est une moyenne mondiale sur l'ensemble des pays. Bien sûr, pour les gens actifs en Occident, on sera plus près de 500 gigas à 1 téraoctet.
c'est-à-dire 1000 milliards de données numériques journalières. Ce sont des volumes absolument extraordinaires et qui ont des conséquences extrêmes sur le système de santé, avec, pour certains spécialistes de la donnée, une vision relativement pessimiste de mon métier médical, puisque des experts de l'Internet et de l'intelligence artificielle, comme Kai Fu Lee, qui est le plus grand spécialiste de l'économie de l'intelligence artificielle, c'est un milliardaire sino-américain, voit le médecin du futur comme un tiers infirmier, un tiers technicien et un tiers assistante sociale, ce qui est bien sûr une vision que je juge très pessimiste et qu'il faudrait mieux éviter. Mais de fait, cette explosion technologique, elle conduit finalement à ce que le malade soit de plus en plus une collection de données et que le médecin soit de plus en plus un software, avec une migration du pouvoir médical qui pourrait ressembler à la migration du pouvoir pharmaceutique en 1850. En 1850, 100% des médicaments sont produits par le pharmacien de la rue d'à côté, avec une ordonnance faite par le médecin qui va être réalisée dans les pots pharmaceutiques. Et on est passé aujourd'hui à 0,0001% de potions faites par le pharmacien, principalement de la dermatologie d'ailleurs, et puis plus de 99% des médicaments qui sont produits par l'industrie pharmaceutique. Dans une économie de la donnée, il est clair qu'un processus de même type, où le médecin deviendrait le circuit de distribution des softwares pharmaceutiques, des softwares d'intelligence artificielle, risque de se produire. Et on voit aujourd'hui que la totalité des géants de l'intelligence artificielle, des GAFAM, ont une réflexion avancée en matière de pharmacie, en matière de génétique, en matière de médecine. Apple et Amazon sont rentrés dans le monde de l'assurance santé et des capteurs santé, et vous savez à quel point le patron de Facebook investit dans la santé, avec comme objectif de supprimer la totalité des maladies sur Terre en 2099. C'est le commitment de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Et on pourrait dire la même chose de Google, qui a créé de nombreuses sociétés qui rentrent de plus en plus dans l'innovation médicale, notamment au travers de sa filiale Calico, destinée à euthanasier la mort, et de sa filiale londonienne, DeepMind, qui aujourd'hui a fait une percée extraordinaire pour l'avenir de la pharmacie et de la médecine, avec la possibilité qu'a le logiciel d'intelligence artificielle AlphaFold, qui est dérivé d'AlphaGo, qui a gagné au jeu de Go contre les plus grands champions du monde, de déterminer à partir de la séquence ADN la forme d'une protéine, ce qui nécessite 6 mois de travail à des équipes entières de spécialistes du pliage moléculaire, se fait aujourd'hui en quelques dizaines de minutes par le logiciel AlphaFold. Donc on est face à une explosion de l'innovation qui est quelque chose de relativement récent, qui date de 1850 avec l'industrialisation de la pharmacie, puis l'apparition des industries medtech comme est Medtronic. Ce phénomène d'innovation croissante, il est lié à l'apparition d'un écosystème, d'une évolution de la formation des professions de santé, de l'apparition de centres de recherche biomédicale et puis de grandes entreprises qui mobilisent des milliers de chercheurs. Aujourd'hui, nous rentrons dans une nouvelle phase de l'innovation grâce aux données, avec une innovation de plus en plus data-driven, je disais, mais aussi NBIC-driven, c'est-à-dire utilisant la totalité des nanobiotechnologies, de l'informatique et de la cognitique. Cette disruption radicale de la médecine, au profit de nos patients, au profit des malades, elle se heurte aujourd'hui à 4 murs auxquels nous n'avons pas suffisamment réfléchi. Le premier, c'est le mur complotiste. Nous n'avions pas prévu qu'une partie significative de la population penserait que nous innovons pour les tuer. Nous n'avions pas envisagé une seule seconde, et je dois confesser que moi, je n'y croyais pas, qu'on aurait une part significative de la classe politique qui tweeterait toute la journée, comme Philippot, pour expliquer à quel point le vaccin est un produit maléfique que les hommes politiques ont utilisé pour asservir la société. Je n'imaginais pas que nous aurions derrière les réseaux QAnon, que nous aurions de telles forces essayant de convaincre l'opinion que nous innovions pour rendre malades nos malades, plus malades nos malades, nos patients, et plus généralement la société. Et il va falloir réfléchir
parce que la réalité, c'est que les gens sensés sont sortis des réseaux sociaux, on le voit très bien sur Twitter. Il n'y a plus aujourd'hui sur Twitter que des complotistes fous et des messages raisonnables de santé publique, comme ceux que développent nos collègues, comme Gilbert de Rais à La Pitié, etc., on pourrait multiplier des exemples, sont ultra minoritaires. Et là, il y a une réflexion à avoir. Le deuxième mur, derrière le mur complotiste, qui a été particulièrement matérialisé au travers des antivax, c'est une opposition davantage verte. On voit aujourd'hui derrière chez Europe Écologie, avec Michel Rivasi, qui est depuis des années numéro 2 à l'Europe pour les écologistes, un discours anti-vaccin, anti-innovation thérapeutique, qui oppose finalement la défense de la planète avec l'innovation pharmaceutique et médicale, qui est perçue comme néfaste. On voit ça d'ailleurs plus généralement. La télémédecine, et notamment la télémédecine utilisant la 5G, est aujourd'hui contestée par beaucoup de gens. Mélenchon a demandé un moratoire sur la 5G et donc sur la télémédecine. Anne Hidalgo aussi, et elle a bloqué la 5G très longtemps, puisque Paris a été la dernière capitale mondiale à avoir des antennes 5G, parce que la ville de Paris s'opposait à ce qu'on passe à la 5G. Et sans 5G, vous savez bien qu'on ne peut pas avoir de télémédecine à très haut débit. Mais c'est la même chose pour certains maires, à Lyon, à Grenoble. Piolle s'est opposé à la 5G et donc à la télémédecine. Il y a une opposition à une partie de l'innovation, qui est celle qui est liée au très très haut débit, qui s'est développée dans la sphère écologiste, que l'on imaginait plutôt favorable à l'innovation jadis. On a un autre obstacle en Europe, qui est le RGPD. Le RGPD a été conçu pour protéger les internautes à l'ère de l'Internet, mais il n'a pas bien inclus l'intelligence artificielle, car le RGPD a été conçu avant le deep learning. Et les innovations biomédicales utilisant des réseaux de neurones de type deep learning nécessitent énormément de données. Or, vous le savez bien, récupérer des montagnes de données à Boston et en Californie, c'est très facile. En Europe, c'est extraordinairement difficile, même pour des données qui sont correctement anonymisées, car l'Europe exige que l'on sache pourquoi on collecte et on utilise des données. Or, vous savez qu'en deep learning, on ne sait pas à l'avance quelles sont les données qui vont être utiles. Enfin, le quatrième obstacle que nous avons à l'innovation aujourd'hui, c'est un obstacle corporatiste que nous allons devoir lever. Nous n'avons pas suffisamment réfléchi à la difficulté pour nos confrères médecins, nos collègues médecins, de gérer cette médecine avec des montagnes de données. Et je vois bien qu'une partie significative de mes confrères ont peur. Ont peur du deep learning, ont peur de l'intelligence artificielle, ont peur de ces montagnes de données. Un séquençage ADN complet d'une tumeur, en données brutes, c'est 20 téraoctets, 20 000 milliards de données. Eh bien, 20 000 milliards de données, beaucoup de mes collègues cancérologues en ont peur. Parce qu'effectivement, dans une consultation médicale de 15 minutes, déshabillage, rhabillage du malade compris, gérer 20 000 milliards de données est difficile et problématique, et nous n'avons pas réfléchi en matière d'innovation à ce risque de révolte corporatiste de mes confrères, paniqués devant l'impact de ces montagnes de données qui sont générées. Alors, l'innovation est extraordinaire et je voudrais rappeler quelques points. À Paris, le choléra, en 1832, au printemps 32, tuait 1000 personnes par jour. Et il a fallu attendre les années 1850 pour qu'à Londres, un médecin épidémiologiste réalise que les morts allaient chercher l'eau de la Tamise pour la boire à côté des latrines, et qu'il fallait peut-être éloigner les latrines des points de captage de l'eau, et que, parce qu'il avait observé de façon très astucieuse que les gens qui mouraient étaient les gens où le captage de l'eau se faisait à côté des latrines sur la Tamise. Et à Paris, dans les années 1855, on avait également, avant qu'on comprenne cela, 1000 morts par jour à nouveau. La variole, avant son éradication, a tué au XXe siècle 300 millions de personnes, et on l'oublie trop souvent. Avant la première appendicectomie par Charles Kraft à Lausanne, pas très loin de l'endroit où je suis aujourd'hui au ski, en 1888, eh bien, quand on avait une vraie appendicite aiguë, eh bien, on mourait. Et c'est une époque où on n'appelait pas le médecin quand il y avait une appendicite, on appelait le curé, le confesseur, et puis le croque-mort. Et 1888, ça ne fait pas 140 ans. C'est quelque chose d'extraordinairement récent. L'innovation médicale rationnelle est quelque chose de très récent qui s'est heurté à beaucoup d'opposition. Et il faut se souvenir que le fondateur de l'université de Yale
s'est battu toute sa vie contre la vaccination contre la variole, qui est la maladie qui a tué le plus d'êtres humains, très probablement sur les 5000 dernières années. Il a combattu toute sa vie la vaccination avec un argument qui paraît aujourd'hui un peu ridicule, mais qui à l'époque était entendu par une large partie des communautés nord-américaines. Il avait dit, si le Seigneur a décidé de tuer quelqu'un par le biais de la variole, il n'est pas honnête d'utiliser l'astuce de la vaccination pour échapper au verdict de notre Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous devons refuser la vaccination contre la variole, qui n'est pas honnête par rapport au Seigneur. Malgré ces oppositions ponctuelles à l'innovation, elles se sont développées de façon tout à fait extraordinaire. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'accélération qui se heurte aux 4 murs dont je parlais et auxquels il va falloir davantage réfléchir. Personnellement, ça a été l'arrivée des complotistes a été pour moi un choc. Alors, on a déjà vu des sociétés devenir très complotistes et très mystiques. Ça a été le cas à Rome. Rome, vers les années 250, est sortie de toute rationalité. Et ça a d'ailleurs beaucoup inquiété les philosophes de l'époque. On l'a aussi vu dans le bas Moyen-Âge. Je rappelle qu'en France et en Allemagne, à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, on a brûlé et tué 80 000 sorcières en France et en Allemagne, ce qui est la preuve d'une rationalité limitée. Et on a parfois tendance à magnifier la Renaissance et à diaboliser le bas Moyen-Âge. Le Moyen-Âge n'était pas si archaïque que ça et la Renaissance était par moments totalement irrationnelle. On a vu l'opposition à la médecine moderne et rationnelle. Raoult a dit qu'il ne croyait pas aux essais cliniques. Le professeur Perron, quand il a défendu la chloroquine, nous a expliqué qu'il fallait traiter nos malades avec nos tripes et pas avec des essais cliniques randomisés et pas avec des statistiques. On a vu Madame Orion-Côte défendre des positions extrémistes sur le vaccin. Nous sommes dans une phase irrationnel, qui s'oppose à l'innovation, qui s'oppose à la modernité. Et je crois qu'il est impossible pour les gens rationnels et pour les gens qui défendent l'innovation de se taire. Il faut recoloniser les réseaux sociaux et Twitter. On ne peut pas laisser les complotistes seuls bousiller l'opinion publique en étant les seuls à évangéliser de façon extrêmement négative l'opinion, parce qu'en fait, nous ne supportons pas, nous qui sommes défenseurs de l'innovation et de la rationalité, nous ne supportons plus cette ambiance. Et nous avons déserté, et c'est un tort, parce qu'en réalité, une dizaine ou une vingtaine d'abrutis sont en train de faire peur à l'opinion et de convaincre l'opinion que l'innovation est là pour leur faire du mal, alors que c'est, nous le savons bien, tout le contraire. Et nous avons été faibles, nous avons été lâches. Quand Maître Divisio, l'avocat de Raoult, explique à la télé « Je préfère mourir du Covid que me faire vacciner », eh bien, nous aurions dû réagir. Or, nous n'avons pas réagi. Nous laissons ce courant complotiste se développer. Il va falloir que nous montions au combat. Alors, dans le futur, au-delà de ces chantiers psychologico-politiques que nous devons cesser de déserter, que peut-il y avoir? Eh bien, je vais vous décevoir, mais par définition, l'innovation est imprévisible. On n'a pas vu arriver le smartphone, personne n'y croyait. Chez Microsoft, quand l'iPhone 1 est arrivé, tout le monde prédisait l'échec de l'iPhone parce qu'il n'y avait pas d'avenir au smartphone. On peut dire la même chose de Google, on peut dire la même chose de toutes les grandes innovations depuis 25 ans, personne ne les a vues arriver. Donc, ce que l'on peut dire de l'innovation, c'est qu'elle va être assise de plus en plus sur les NBIC et sur les montagnes de données que nous allons capter, et notamment grâce au séquençage ADN, la médecine personnalisée et puis les capteurs électroniques que connaît bien Medtronic. Cette médecine va beaucoup secouer le corps médical qui va devoir s'y adapter. Ça ne va pas être très, très simple. Il va falloir défendre l'innovation contre des tendances contradictoires, et c'est aussi un combat politique. Donc l'innovation ne va pas dépendre que de la technologie, elle va aussi dépendre de notre capacité à défendre une médecine rationnelle par rapport à des courants obscurantistes qui vont être très forts dans les décennies qui viennent, et nous n'avons pas les instruments politiques et médiatiques aujourd'hui
pour défendre la rationalité et l'innovation suffisamment face à ces courants obscurantistes qui se sont beaucoup développés depuis une quinzaine d'années et encore plus à l'occasion du Covid. Cette médecine, elle va être très différente. Elle va permettre de soigner nos malades plus vite, avec un timing très très difficile à dire, et je pense qu'il serait très présomptueux d'aller au-delà des scénarios et d'imaginer que l'on puisse prédire les innovations qui vont se développer, au-delà du fait qu'elles vont s'appuyer de plus en plus sur la bioélectronique et sur la médecine personnalisée. Donc, je suis un optimiste. Je serais encore plus optimiste si je nous voyais partir au combat pour défendre l'innovation et la rationalité face à quelques dizaines de foufous totalement inconscients qui ont fait beaucoup de mal à l'opinion publique. Et je le répète, suivant beaucoup les réseaux sociaux, je pense que vous sous-estimez le travail de sape, le travail souterrain qui a été fait malheureusement au travers des réseaux sociaux, avec des vidéos, moi, qui m'ont absolument affolé et qui ont été vues énormément. Et je rappelle Cold-Up, qui est le prototype de la vidéo complotiste folle, a été téléchargé, je crois, 10 millions de fois, en dehors du fait que dans cette vidéo, on explique que Hitler était plus gentil que moi. À titre personnel, ça m'a beaucoup touché, mais pour l'opinion publique, je trouve que tout ce qui est dit est très, très grave, et très peu d'entre nous ont eu le courage, ont eu la volonté d'aller dans toute cette boue et de combattre ce courant de pensée. Je le répète, défendre l'innovation, c'est développer l'innovation technologique. Ça va être aussi, dans les années qui viennent, d'aller à un combat politique auquel nous ne sommes pas du tout préparés. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. On va peut-être juste avoir le temps pour une question assez rapide parce qu'on est un tout petit peu en retard. Est-ce que ce complotisme n'est pas finalement inhérent à l'innovation ? L'innovation qui s'est beaucoup accélérée, qui a pris des champs nouveaux, en particulier, vous parliez de génétique, et c'est sûr qu'il peut y avoir une inquiétude par rapport à la génétique et l'utilisation de ces données. On a vu que là, pour reprendre l'exemple du Covid, c'est probablement le fait que justement, que ce soit un vaccin qui touche à la génétique, puisque c'est de l'ARN messager, qui inquiète les gens. Est-ce que c'est pas finalement quelque chose de normal, d'attendu, de presque nécessaire, d'avoir ce complotisme et cette inquiétude face à une innovation qui va de plus en plus vite et auquel les gens peuvent finalement être un peu perdus et être un peu inquiets par rapport à ça. Et donc finalement, est-ce que ce n'est pas les deux faces de la pièce ? Oui, bien sûr. Mais ce qui s'est passé d'inattendu et d'un peu triste, c'est que finalement, on a laissé les complotistes tout seuls et qu'on est parti. Je le répète, regardez, allez voir ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Il ne reste plus que les complotistes qui se parlent entre eux, qui sortent des arguments de plus en plus fous, des documents issus très souvent de QAnon États-Unis, et les gens sont seuls et il n'y a personne pour les contredire. Parce que c'est effectivement épuisant d'aller au combat contre les complotistes et contre les arguments complotistes, parce qu'on vous en sort des centaines les uns après les autres, à partir de documents faux, à partir de fausses traductions de ce qu'a dit la FDA, à partir de faux documents de Pfizer et de Moderna, à partir d'interviews truquées de Fauci, le patron de la stratégie vaccinale aux États-Unis. On pourrait multiplier les exemples. Et donc, c'est normal. Mais ça s'est beaucoup accéléré parce qu'on n'a pas eu le courage d'aller au combat. Mais c'est très difficile de combattre l'irrationalité et la bêtise. C'est très difficile de combattre la connerie. Et puis un certain nombre de personnalités très charismatiques se sont alliées avec les complotistes et ont fait beaucoup de mal. C'est le cas de Fouché, qui a dit des choses terribles. Hein. Il y a une vidéo sur YouTube où on voit Fouché expliquer que le vaccin est là pour organiser un génocide dans les EHPAD. Et Fouché, ces vidéos sont vues énormément sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est normal,
mais ça a été d'autant plus grave et d'autant plus rapide qu'on a été tellement épuisé et rendu malade par ces courants occultes qu'on est parti et qu'on a laissé les complotistes parler aux complotistes et les manipulateurs manipuler des gens crédules. Il va falloir réinvestir ces terrains-là, sinon nous allons avoir des courants anti-innovation incroyablement puissants dans les années qui viennent et l'innovation va se trouver bloquée alors même que la science et la technologie va accélérer.